Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on met les idées reçues de côté et on plonge directement dans les données brutes pour comprendre les réalités structurelles qui se cachent derrière les inégalités au travail. Il y a énormément de chiffres qui circulent sur le sujet et on va voir que chacun d'entre eux raconte une étape bien précise de cette fracture. Le but ici, c'est pas de rester à la surface, mais de démonter toute la mécanique salariale pour comprendre comment, concrètement, ces inégalités se forment tout au long d'une vie professionnelle. On commence avec un chiffre qui donne un peu le vertige. Dans le secteur privé en France, en 2023, le revenu salarial moyen des femmes est inférieur de 500 € par mois à celui des hommes. 500 €. Ça représente un écart massif de 22,2%. C'est un fossé macroéconomique énorme qu'il faut absolument décortiquer. Parce qu'au bout du compte, c'est un manque à gagner systématique qui ampute directement le niveau de vie, la capacité d'épargne et le pouvoir d'achat au quotidien. Du coup, face à un tel constat, on est en droit de se poser une question fondamentale. Est-ce que cet écart, c'est une sorte de phénomène naturel, presque inévitable, ou bien est-ce que c'est profondément structurel ? Pour le savoir, il va falloir jouer les enquêteurs, reprendre les chiffres exacts et retracer toute la chronologie d'une carrière pour comprendre comment une disparité pareille arrive à se construire. Pour analyser tout ça, imaginez un grand entonnoir de damnés. On part d'en haut avec cet écart global de 22,2%. Bon, si on filtre pour ne regarder que les personnes qui ont un temps de travail égal, l'écart se réduit, c'est vrai, mais il reste quand même bloqué à 14,2%. Et enfin, tout en bas de l'entonnoir, pour exactement le même emploi dans la même entreprise, on tombe à 3,8%. Ce système de filtres successifs est super utile, parce qu'il nous permet d'isoler un par un les mécanismes de l'inégalité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, cet écart de 14,2% à temps de travail égal ? Eh bien, la traduction pratique est assez frappante. Ça veut dire que quand un homme gagne 100 € en équivalent temps plein, une femme ne reçoit que 86 €. C'est une perte mécanique constante. Même en faisant le même nombre d'heures, le budget mensuel en prend un coup. Et mois après mois, année après année, ce petit décalage se transforme en des dizaines de milliers d'euros perdus. Alors, d'où sortent ces 14,2% ? Pour trouver l'origine du problème, il faut remonter bien plus loin qu'on ne le pense, carrément jusqu'à l'enfance. C'est ce qu'on appelle la socialisation primaire. En fait, c'est un conditionnement, souvent totalement inconscient, qui va orienter les trajectoires bien avant de signer un premier contrat de travail. Ce sont des normes sociétales hyper ancrées qui dictent une répartition très genrée des métiers et qui, indirectement, préparent déjà le terrain des futures fiches de paie. Et ça se voit noir sur blanc sur le marché de l'emploi. D'un côté, on a les domaines médicaux spécialisés et les postes de direction, hyper rémunérateurs, qui restent largement dominés par les hommes. On parle de chirurgiens ou de dentistes par exemple. Et de l'autre, on a une concentration massive de femmes dans des secteurs comme le service à la personne, le médico-social ou l'éducation, des postes d'aide-soignante, de caissière, de professeurs qui sont structurellement sous-évalués financièrement. On a encore beaucoup de mal à monétiser les compétences humaines à leur juste valeur. Le résultat de tout ça, on a un marché du travail littéralement coupé en deux, entre l'expansion des emplois peu qualifiés, souvent bloqués au SMIC, et ces professions à prédominance féminine qui sont systématiquement moins bien payées, le fossé s'élargit inexorablement. C'est assez dingue quand on y pense. La nature même du métier que l'on choisit devient le tout premier architecte de l'inégalité de revenus. Bon, passons à un autre obstacle structurel majeur, le temps de présence en entreprise. Aujourd'hui, il faut savoir que 3/4 des contrats à temps partiel sont occupés par des femmes. 3/4, c'est un chiffre colossal. Et mécaniquement, un temps partiel, ça offre de plus faibles rentrées d'argent. Le volume d'heures travaillées devient donc un immense levier qui vient creuser l'écart de façon systématique. Mais attention, l'équation globale est encore plus complexe que ça. Parce que si on ajoute à ça le travail domestique qui n'est pas rémunéré, les femmes font en réalité un bien plus grand nombre d'heures par semaine au total. La charge du foyer, les responsabilités familiales, tout ça, ça force des choix. La frontière est donc hyper floue entre un temps partiel vraiment choisi et un temps partiel subi juste pour faire tourner la maison. La vie perso vient littéralement percuter la progression salariale de plein fouet. Et il ne faut pas oublier ce qui se passe du côté des employeurs. Il y a une discrimination à l'embauche qu'on ne peut pas ignorer, qu'elle soit consciente ou complètement inconsciente. La peur des absences pour enfants malades, les hésitations autour des grossesses, tout ça agit comme un filtre invisible. Ces biais, lors des recrutements, poussent directement vers des rôles à temps partiel ou augmentent les risques de chômage. Ça freine totalement la stabilité. Ok, et pour celles qui passent tous ces obstacles et arrivent à gravir les échelons, eh bien, elles se heurtent à un plafond de verre particulièrement coriace. On sous-estime encore énormément le potentiel féminin à exercer de très hautes responsabilités. Alors oui, il y a de vrais progrès. Les femmes représentent aujourd'hui 42% des cadres supérieurs, mais ça reste lent. Accéder aux toutes plus hautes sphères du pouvoir et aux salaires qui vont avec, ça reste un vrai parcours du combattant. D'ailleurs, c'est là qu'on observe un paradoxe assez incroyable. Regardez bien. Tout en haut de la pyramide, pour les 10% des salariés les mieux payés, l'écart se creuse d'un coup sec pour atteindre 15%.
Les hommes les plus riches gagnent nettement plus que les femmes les plus riches. Par contre, si on regarde la catégorie des employés standards, l'écart disparaît quasiment. Il est même inversé à moins 2%. En clair, plus on monte dans la hiérarchie financière, plus l'inégalité frappe fort. Bref, si on résume tout ce cycle sur une frise chronologique, l'effet boule de neige est évident. L'écart est finalement assez faible au moment d'entrer sur le marché du travail. Mais au fil des années, les inégalités s'accumulent. L'écart se creuse avec l'âge, en parallèle des exigences familiales qui augmentent et des interruptions de carrière. C'est vraiment un cumul d'inégalités tout au long de la vie active. Alors, heureusement, quand on regarde dans le rétroviseur, la situation a quand même pas mal évolué. Dans les années 60, l'écart à temps complet frôlait les 60%. Il est tombé à 22,1% en 1995 pour arriver à 14,2% aujourd'hui. C'est une vraie avancée, pour sûr. Mais les projections sont un peu dures à avaler. À ce rythme-là, il faudra attendre encore 20 ans pour atteindre une vraie parité à temps complet. 20 ans, ça fait réfléchir sur la lourdeur de ces transformations. Ce qui nous amène tout au fond de notre entonnoir de données, à l'élément vraiment décisif de cette analyse. Quand on retire toutes les variables structurelles dont on vient de parler, le temps partiel, le choix du secteur, la famille, il reste un chiffre, un écart inexpliqué de 3,8%. C'est l'inégalité qui persiste quand absolument tous les autres facteurs ont été mis de côté. Et ces 3,8% finaux, ils sont absolument cruciaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent être justifiés par aucune des causes qu'on a étudiées. À poste égal et à compétences identiques, l'inégalité est toujours là. Aux yeux de la loi, c'est purement et simplement de la discrimination. C'est le dernier bastion de l'inégalité illégale et c'est un domaine précis où la législation doit s'appliquer de manière intransigeante. Ce qui soulève une dernière réflexion, peut-être la plus importante. Si la loi exige déjà, noir sur blanc, un salaire égal pour un travail de valeur égale, est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'attendre encore 2 décennies pour combler un écart qui repose sur des pratiques illégales ? Ces données, ce ne sont pas que des chiffres dans un tableau, c'est la dynamique même de notre monde du travail. Voilà de quoi repenser sérieusement les vrais enjeux de l'équité professionnelle aujourd'hui.